Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct depuis les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM, en direct comme à notre habitude à 17h un jeudi sur deux pour cette émission que vous connaissez, les murmures du lac immobilier et histoire. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet connu mais qui, comme tous les sujets connus, sont source de croyances. On croit peut-être savoir tout ce qui peut en découler, mais le but d'aujourd'hui ça va être de tester un petit peu nos connaissances sur le sujet des SCI. Les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, sont comme je l'indiquais, des mots qu'on connaît, des mots qui résonnent à nous, mais qu'en est-il vraiment? En quoi consistent ces sociétés? Est-ce un outil? Est-ce une entreprise, une société? Et pour ce faire et pour nous aider dans cette compréhension, qui de mieux qu'un notaire, et un notaire bien sûr aixois, maître Laurent Reynaud. Merci Laurent pour votre présence dans nos studios. Merci Romain, merci encore une fois Jean-Pierre de m'accueillir dans vos locaux. Effectivement, on va aborder le sujet de la société civile immobilière dans tous ses angles, puisqu'il y a de tout et surtout de rien sur Internet. Donc on va être là pour effectivement vous renseigner au mieux. C'est un petit peu ça, voilà. Comme vous le précisez, il y a un peu de tout et de rien. C'est surtout des sujets qui sont accessibles, je dirais, et qui sont des il y en a des dizaines, des centaines en Savoie. J'ai pas le nombre exact, mais on parle, je crois, de 4 ou 5 000. Donc c'est vraiment des outils qui sont largement utilisés. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous apporter quelques réponses et dans quel cas de figure ça peut vous être utile ou pas. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont encore une fois à maîtriser. On verra, c'est pas la société, je pense, la plus complexe, mais sa capacité à être utilisée est intéressante. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Déjà, pourquoi irait-on se dire, tiens, je me lève un matin, j'ai envie d'acheter un appartement, une maison? Pourquoi, diable, irais-je faire une SCI? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez spontanément? Est-ce que finalement les clients viennent vous voir en disant, j'ai ce projet-là, j'avais cette idée, finalement je voulais pas acheter en nom propre, j'aimerais acheter en SCI? Quelles sont les premières interactions de votre expérience de notaire? Comment les clients viennent vous aborder sur ce sujet? Alors, soit les clients nous questionnent directement sur la société parce qu'ils en ont entendu parler, des amis à eux en ont fait une, ou alors ils l'ont lu dans des magazines ou sur Internet. Soit c'est nous en tant que professionnels qui amenons le client vers le sujet de la SCI. En fait, c'est un petit peu au cas par cas. On va regarder si la situation est appropriée pour constituer ou non une société civile immobilière. Et qui dit société civile immobilière dit société, donc contrat. Ce contrat ne peut pas être passé par une seule personne, il faut déjà être au minimum 2. Donc toutes les personnes qui viennent seules nous disant je veux faire une société tout seul, ce n'est pas possible, il faudra qu'elle trouve un associé. Et donc déjà là, on va pouvoir commencer à la conseiller. Donc une société civile immobilière, on peut la créer pour diverses raisons. Ces raisons peuvent être effectivement parce qu'on est dans le cadre d'une famille recomposée, parce que on est dans le cadre entre amis et on veut se sécuriser, se protéger, parce que on n'est pas encore marié ni pacsé et on veut faire ce type de montage avec son compagnon ou sa compagne. Voilà, pour diverses raisons. On peut aussi constituer une société pour se protéger de ses enfants. On peut faire une société parce qu'on veut acheter avec ses enfants. Voilà, pour vraiment diverses raisons. Il n'y a pas une raison bien spécifique. Il y en a plusieurs et c'est à nous en tant que professionnels de déceler la meilleure opportunité d'en créer une. On peut déjà, à travers ces débuts de réponse, d'identifier l'idée de base, c'est de se dire on va acheter à plusieurs. Exactement. C'est finalement cette idée d'associer. Exactement. Nous nous associons, nous mutualisons nos forces et ça permet de ne pas rentrer dans des montages d'indivision, mais vraiment du montage de société avec des statuts et tout un cadre à suivre. On va dire que c'est la raison majeure. Voilà. On veut éviter le régime de l'indivision, ce régime qui est dicté par le Code civil, aux articles 815 et suivants du Code civil. Alors, je suis pas là pour vous faire un sketch des trois frères, mais voilà. Plutôt se dire, on veut éviter l'indivision, qui peut être parfois un peu rigide. On veut apporter certaines règles de souplesse, des règles de gestion, des règles d'administration, et définir ensemble un petit peu les pouvoirs. Donc, cette société va pouvoir être adaptée parce que on va assouplir un petit peu les règles de l'indivision.
mutualiser les ressources, moi, ça me paraît être quelque chose d'important. Il y a j'imagine, le volet fiscal qui va rentrer aussi un petit peu en considération. On entend souvent, enfin, en tout cas, moi, c'est peut-être les premières explications ou connotations que j'avais entendues dans ma jeunesse sur les SCI, c'était le volet de la succession, tout ce qui était successoral. C'était un peu la légende, tiens, achète ton SCI, tu verras, tu transmettras plus facilement à tes enfants, ou tiens, tes parents devraient acheter un SCI et te mettre dedans parce que ils auront une plus grande facilité à te transmettre leur maison ou leur appartement ou autre. Est-ce que ça, est-ce qu'on est dans le domaine de la légende et du fantasme, ou est-ce que véritablement il y a une appétence pour cette particularité qui, rappelons-le, la fiscalité est quand même assez lourde dans les successions. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur cet aspect? Alors dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs notions. Il y a les notions civiles, mais il y a aussi les notions fiscales. On ne crée pas une société civile uniquement dans un but fiscal. On est rapidement rattrapé par la cavalerie. On crée une société parce qu'on a un objectif donc de protection, de transmission, et après on va tenter en tant que professionnel de partir sur de l'optimisation liée à cette transmission. Donc la société, oui, elle peut apporter des notions de souplesse, comme je disais, et ça c'est en vertu de la rédaction des statuts. C'est comment le rédacteur va bien rédiger les statuts pour être adapté aux besoins. Quel type de clause nous allons mettre? Qui sera le gérant? Quel pouvoir aura-t-il? Est-ce qu'il pourra agir seul, à plusieurs? Donc ça, on va apporter certaines règles. On pourra y revenir plus tard. Et ensuite, dans le cadre de la transmission, on a deux types de transmission. On a la transmission anticipée, où les parents peuvent donner, par exemple, de leur vivant aux enfants, et on va tenter effectivement de réduire l'assiette de taxation au niveau des droits de donation, ou alors un des associés décède, c'est transmis dans le cadre d'une succession, et on va déterminer la valeur des parts. Donc pour ça, oui, la société peut être un bon outil pour mieux gérer, mieux administrer, mais aussi peut-être optimiser la transmission. On a plusieurs leviers, on pourra y revenir tout à l'heure. À chose, ce que ça m'évoque aussi peut-être comme questionnement. Est-ce que par exemple, voilà, moi nous avons moi et un associé une SCI, nous avons un appartement que nous louons et mon associé décède. Est-ce que au niveau succession, justement, comment ça va se passer? Est-ce que c'est sa famille, ses héritiers qui sont directement impactés? Est-ce que moi j'ai mon mot à dire? Voilà, comment ça va se passer? Parce que j'imagine que ça peut être des sources de conflits, d'où l'importance d'avoir rédigé des statuts, j'imagine, en amont, enfin d'avoir cadré un petit peu ces choses-là. Mais si, mettons, on n'y a pas prêté attention, c'est quoi le cas classique dans ce cas de figure? Ça, je pense que nos auditeurs peuvent être intéressés en se disant, tiens, voilà, deux copains se sont associés, mais ils prennent de l'âge et ils se disent, tiens, ma foi, à quelle sauce on va être mangé maintenant qu'on a ces sujets un petit peu sur la table? Alors, s'il découvre la règle au moment de l'ouverture de la succession, c'est trop tard. C'est lorsque le rédacteur rédige les statuts que toutes ces questions vont être posées sur la table. Lorsque ce soit un notaire, un comptable ou un avocat vient rédiger les statuts, on doit poser systématiquement ces questions. Que se passe-t-il en cas de décès d'un associé? Est-ce qu'on prévoit des règles d'agrément? C'est-à-dire, est-ce qu'on contrôle et on verrouille l'entrée des futurs associés? Et dans les futurs associés, il y aura les héritiers en ligne directe, il y aura le conjoint survivant, le partenaire de Pacs, X ou Y personnes. Est-ce qu'on verrouille ou pas l'entrée de ces associés? Est-ce qu'ils rentrent directement ou est-ce qu'on met un veto? Et ensuite, que se passe-t-il en cas de tension? Parce que il n'y a pas que le cas de décès, il y a aussi le cas où effectivement on ne s'entend plus, on ne partage plus forcément la même raison d'être, on ne partage plus le même projet sociétal, et auquel cas, comment on fait pour se séparer? Donc, tous ces sujets-là doivent être rédigés avec minutie dans les statuts, et c'est sur cette base-là que le rédacteur va vraiment axer sa rédaction. Donc, si rien n'était prévu... Tout est possible? Alors, oui, tout est possible dans la mesure où on va pouvoir, sans pour autant déroger aux règles légales, puisque on est quand même tenu par le respect de certaines règles légales, apporter des mesures de tempérament qui permettront d'apporter effectivement ces souplesses au moment où la question sera soulevée. Par exemple, dans le cas du décès, on va pouvoir prévoir un agrément. Cet agrément, il peut être uniquement pour les héritiers en ligne directe. On fait rentrer automatiquement le conjoint, par exemple, et on ne fait pas rentrer tel et tel autre héritier. Ou alors, on ne fait rentrer personne et on demande un agrément maximal. Donc ça, c'est nous qui allons effectivement rédiger ça avec les futurs associés, de manière à ce que ça colle au plus près à leurs besoins. Dans le sens où on doit forcément être deux. L'un décède, on le remplace. Ou la société va qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? La société n'est pas forcément dissoute immédiatement. Bien entendu, il y a des règles qui sont prévues par le Code civil où on va laisser un certain temps
pour que l'associé survivant ou l'associé qui continue à gérer et administrer la société puisse retrouver un associé, qu'on puisse aussi régler la succession de l'associé prédécédé. Mais s'il ne trouvait personne, effectivement, à un moment donné, au-delà d'un certain délai, le tribunal va demander effectivement la dissolution de la société, puisqu'elle ne pourra pas continuer ad vitam aeternam à être administrée que par un seul. Vous mentionnez la constitution donc, de cette société, on avait plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on a tendance à, selon sa sensibilité, à se tourner vers un comptable, un avocat, un notaire, mais donc les trois grands acteurs de cette possibilité sont ces trois-là. Donc, oui, un notaire peut le faire, un avocat, un comptable. Exactement. Alors, je suis là devant vous, je vais prêcher pour la paroisse des notaires des Savoies, mais effectivement, vous pouvez faire des statuts sous seing privé. Donc, vous pouvez les faire entre vous. Vous avez des modèles sur Internet, mais je vous le déconseille très fortement. Prenez attache auprès d'un conseil. Vous pouvez faire des statuts auprès d'un comptable, expert comptable, ou d'un avocat. Ils seront sous seing privé. Le notaire, lui, va apporter de l'authenticité, à cet acte. Donc, le notaire peut rédiger également les statuts, et on vous recevra de la même manière pour faire le premier rendez-vous, la mise au point sur les statuts, et puis ensuite de quoi sa signature. Une fois que les statuts sont signés, l'opération n'est pas terminée, puisqu'il faut encore les immatriculer. Il faut immatriculer donc la société, obtenir son cabis, bien faire les formalités auprès du greffe et l'annonce auprès d'un journal d'annonce légale. Est-ce alors question bête bien, mais question bête permet d'éliminer justement certaines choses. Le statut de la société, le type de la SCI, j'imagine qu'on doit le choisir dès sa création. Il y en a pas 50, mais il y a quelques possibilités. J'imagine que c'est le projet qui va déterminer ce choix. À ma connaissance, on va avoir une SCI, la SCI classique, la traditionnelle, celle qui, je pense, le plus utilisée. La SCI familiale, que je trouve marrante entre guillemets, parce que on met le mot famille dedans comme si ça allait changer énormément de choses, alors que finalement, moi, je vois plutôt des restrictions à travers cette option. En tout cas, je n'en connais pas les bénéfices. Est-ce qu'il y en a? Parce que pour moi, ce serait justement, on perd un peu de commercialité. On a forcément une imposition à l'IR et non plus à l'IS, mais je vois pas la contrepartie entre guillemets positive. Alors je serais curieux d'en savoir s'il y en a une ou pas. Après, vous avez les constructions. Alors ça aussi, je trouvais ça intéressant de le mentionner, les SCCV. Chers auditeurs, quand vous achetez du neuf, souvent vous voyez à qui vous achetez, c'est une société de ce type-là, et c'est une SCI qu'on dénomme plutôt SCI construction-vente. Ça veut dire une société qui est plutôt éphémère, que les promoteurs constituent dans le cadre d'une opération immobilière de construction-vente. Et c'est quand vous achetez à promoteur X ou Y, pour en citer aucun, vous achetez entre guillemets pas à son nom en direct, mais à cette société temporaire. Donc là, on comprend que c'est quand même un outil spécifique, plutôt dédié aux professionnels de l'immobilier. Et après, des sociétés, des SCI d'attribution qui sont aussi peut-être un peu plus spécifiques et un peu plus rares. Mais cette notion un peu SCI familiale, alors est-ce qu'il y a vraiment éduquez-moi, cher maître, de quelle manière on pourrait faire cette distinction? Eh bien, la société, il n'y a pas un type spécifique de société, il y en a plusieurs types, et ces types de sociétés répondent chacune à un principe de spécialité. Chaque société est régie par un principe de spécialité, et c'est en fonction de son objet social qu'on va pouvoir définir sa forme. Est-ce que c'est une société civile, à l'intérieur de laquelle on pourra loger effectivement des meubles, des immeubles, des valeurs mobilières? Est-ce que c'est une société civile immobilière et donc à prépondérance immobilière? Est-ce que c'est une société civile qui pourra construire puis ensuite de quoi vendre? Puisque, en principe, une société civile immobilière ne peut pas vendre de manière habituelle des biens, sinon elle transforme son objet civil en objet commercial. Donc une société civile de construction-vente est une forme de société où l'objet est bien particulier. Elle peut construire, elle peut revendre effectivement les lots qu'elle a construits. Donc les promoteurs l'utilisent très régulièrement et ils l'affectent à chaque opération. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une seule SCCV, ils en ont plusieurs qui dédient à chaque opération. On peut avoir aussi des sociétés civiles d'attribution. Alors là, c'est des montages un peu spécifiques qu'on pratique, nous, à l'étude, puisqu'elles permettent de mettre en indivision certaines personnes qui vont partager un projet commun de construction, peut-être de division d'un immeuble en lots, en appartements, après être transformé, et d'attribution, puisque une fois que la société civile a terminé ses travaux, les associés se retrouvent attributaires d'un lot
qui a été entièrement rénové ou retapé et qui permettent ensuite de transmettre. Mais ça évite une lourde fiscalité à l'État, puisque si on avait dû faire un partage entre des membres indivis, on aurait eu une taxe à 2,5%, alors que là, on échappe à cette taxation de 2,5%. Donc on a plusieurs types de sociétés. Alors dans le cadre de la société familiale, on va pouvoir avoir un objet civil qui va être peut-être l'achat d'un bien, la mise en location. Attention, je le rappelle, lorsqu'on est en société civile, la location meublée est pas possible. Quand on est en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, la location meublée n'est pas possible puisque c'est contraire à l'objet civil de la société. Qui dit location meublée dit forcément fiscalité entreprise, donc fiscalité impôt sur les sociétés. Par conséquent, société civile familiale, achat d'un bien, location, imposition sur le revenu, et elle va être composée des membres d'une même famille, donc le papa, la maman, les enfants ou les conjoints, les partenaires de PACS entre eux, et on va avoir cet objectif de location. Donc c'est la raison pour laquelle il faut bien regarder qui sont les associés et quel est l'objet social en respectant le principe de spécialité. Est-ce que les principes de succession SCI ou SCI familiale sont les mêmes ou il y aura une spécificité? Dans le cadre du règlement d'une succession d'une personne qui était détentrice de parts de société, on va devoir déterminer s'il y a un comptable la valeur des parts et s'il n'y en a pas avec les associés, quelle était la valeur de l'actif et quelle est la valeur du passif. Donc déterminer une valeur de part. Le principe est le même, c'est-à-dire que les parts sont transmises, mais elles sont transmises comment ? On va regarder les statuts. Est-ce qu'il y a un agrément ou pas? Est-ce qu'elles sont transmises librement ou pas aux associés héritiers, aux héritiers? Et d'autre part, quelle sera sa valorisation pour qu'on puisse l'inclure dans l'actif successoral? Ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, c'est la question des délais. C'est vrai que on a l'impression que tout ça est peut-être fastidieux, mais finalement pas tant que ça. Une SCI, ça se constitue plus ou moins quand même assez rapidement. Et c'est pourquoi, vous savez, vous pouvez trouver, chers auditeurs, quand vous achetez un bien, une faculté de substitution dans les promesses ou les compromis. Et c'est cette faculté qui vous permet de passer d'un achat en personne physique à une personne morale. Ce qui est, je trouve, marrant à savoir, enfin, en tout cas, moi, ça m'avait fait sourire à l'époque, c'est que la SCI, moi, je m'étais dit, tiens, faut prévoir vachement à l'avance, on l'a fait, puis le jour où on a envie d'acheter, la société est prête. Alors que finalement, dans la pratique, plutôt, on attend d'acquérir un premier bien et on la constitue lors de, je dirais, des délais administratifs entre un compromis et un acte. Est-ce que les gens sont surpris de ça? Ils s'attendent un petit peu à ça? Ou comment on appréhende? Parce qu'il y a peut-être une forme justement un petit peu d'appréhension, de stress en se disant, tiens, je vais leur déjà, j'achète un bien immobilier, c'est une démarche lourde, entre guillemets, enfin, c'est un acte important, et dans le même laps de temps, il va falloir que je constitue une société. Effectivement, ça fait beaucoup de choses à gérer d'un coup. Il faut acheter, il faut se faire financer, il faut monter la société et puis penser à toute la logistique qui est liée à tout ça. Donc, en tant que professionnel, vous pouvez être accompagné par un agent immobilier pour la partie achat, par un notaire pour la partie investissement et montage de société, par votre comptable également, sans aucun souci. Lorsque les personnes ont trouvé un bien immobilier, généralement, elles vont signer une offre. Elles signent une offre en leur nom, donc c'est une offre qui va amener à la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente en leur nom, puisqu'on n'a pas eu le temps de monter la société ou on n'a pas eu le temps forcément de faire le rendez-vous de mise au point sur les statuts et ce qu'on y met à l'intérieur. Donc il faut verrouiller l'opération, il faut aller vite, surtout vu le contexte, c'est reparti un petit peu, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, donc parfois il faut savoir sauter sur la bonne occasion. On signe une offre, on signe une promesse. Dans cette promesse, on insère une faculté de substitution, c'est-à-dire qu'on vous laissera le temps, acquéreur, de monter votre société entre la promesse et la vente. Généralement, on a entre 2 et 3 mois de délai incompressible, et par conséquent, on a forcément le temps de signer les statuts, d'obtenir son cabis, de verser le capital social, et ensuite de demander le financement. Pour ça, il faut que le projet soit ficelé dès le départ. Il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans les rouages, puisque entre la signature de l'offre et le compromis, il s'écoule quelques jours, selon les cas. Entre le compromis et la vente, il va s'écouler entre 2 et 3 mois. Et entre-temps, il faut monter une société et demander un financement. La banque, lorsque vous allez demander un financement, elle aura forcément besoin des statuts de la société, et auquel cas, il faudra pas trop traîner à rédiger. Donc, tout de suite, dès le premier rendez-vous, faire le point, et après, ça nous laisse le temps de monter la société, la transmettre à la banque. Est-ce que les banques, justement, sont... Comment ils vont percevoir ça? Est-ce que pour eux c'est une complication, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer? Est-ce que ça reste dans les mains du même conseiller? Nous on voit un petit peu dans les dossiers que des fois c'est vrai que c'est
certains peuvent être perturbés, d'autres non. Mais je pense qu'encore une fois, c'est la bonne anticipation et la bonne préparation à ces étapes-là qui vont faire que ça déroulera sans difficulté derrière. J'ai envie de dire que logiquement, voilà, si on achetait en nom propre et qu'on était financé, il n'y a pas de raison qu'en société il y ait un sort différent à cette demande. Non, alors ça dépend des politiques bancaires, ça dépend aussi du projet de l'acheteur, ça dépend de l'objet sociétal. Tout ça, on peut rester entre les mains d'un conseiller clientèle privé ou passer dans le service des professionnels. Les banques sont aguerries à ce type de montage. Après, entre professionnels, on peut se parler aussi, et très généralement on se parle, c'est-à-dire qu'on s'appelle, on explique la raison d'être du projet, pourquoi on fait une société plutôt qu'une autre, pourquoi tel montage fiscal, de manière à ce qu'ils comprennent le projet. Voilà. Top. Je pense que pour cette première partie, c'est assez clair. Merci. On retiendra les points clés. Voilà, acheter en SCI, c'est mutualiser un achat, soit familial, soit entre associés. Dans tous les cas, c'est d'avoir une force de frappe entre guillemets peut-être plus importante et plus adaptée. C'est aussi des projets communs. C'est de se dire voilà, on a envie d'investir ensemble et de former un patrimoine à plusieurs. Une fiscalité plus ou moins avantageuse selon des cas de figure. Bien sûr, on essaiera d'y revenir dans la deuxième partie. Une optimisation, voilà, éventuellement de la partie succession. Donc un outil, voilà, plutôt polyvalent qui permet d'investir dans l'immobilier. Donc cette SCI, Société Civile Immobilière. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM, pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier Histoire, sur le thème aujourd'hui des SCI Civil Immobilière, en compagnie de Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains. Donc voilà, la première partie était un peu dédiée à la compréhension de ces sociétés, comment on pouvait les constituer, quel type de SCI existait et pourquoi on pourrait se lancer dans une telle aventure. Sur cette deuxième partie, on va essayer d'ajouter notre contribution à j'imagine déjà des heures de débat enflammé sur la fiscalité des sociétés et quels sont les meilleurs montages possibles. L'idée, ça va être de vous donner certaines clés, de vous donner un peu les grands principes de ce qu'on appelle vulgairement l'IR ou l'IS, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, puisque quand vous constituez ou constituerez votre société, ça va être quelque chose de très important. On va vous demander, voilà, à quelle sauce fiscale vous voulez déjà être, dans quelle famille fiscale vous voulez être. Et c'est vrai qu'alors, c'est simple à comprendre, mais difficile à expliquer. Ou difficile à comprendre et facile à expliquer. Vous choisissez pour dire que ce sont des principes simples, mais dont les conséquences, on n'a pas forcément tout de suite bien compris ce que ça peut, quelles sont les conséquences qui peuvent se répercuter, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Commençons par, voilà, simplement expliquer, alors, cher maître, voilà, j'ai ma SCI, j'ai choisi l'IR. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Expliquez-moi un petit peu, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Là, je viens d'acheter un appartement, je vais le mettre en location, disons 1 000 € par mois, et je suis à l'IR. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, bon, il va pas se passer grand-chose dans la mesure où vous allez payer votre impôt un peu comme tout le monde, mais comment le payer? Alors, si d'ores et déjà à la constitution des statuts, vous n'avez rien coché au niveau des imprimés, vous allez être d'office à l'impôt sur le revenu. C'est le statut, c'est le régime par défaut d'imposition par défaut. Si vous cochiez la case de l'option pour l'impôt sur les sociétés, à savoir que cette option est irrévocable. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, lorsque vous cochez cette case à la signature des statuts, attention, il y a des effets irréversibles. Voilà. Donc ça, c'est le point à savoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas cocher la case IS parce que le copain est à l'IS. On va cocher la case parce qu'on sait pourquoi on la coche et quelles sont les conséquences derrière. Donc déjà là, c'est la base à savoir. IR, IS, une fois qu'on a pris l'option IS, elle est irrévocable. Dans le sens inverse, on peut changer. De l'IR à passer à l'IS, on peut changer en cours de route sans aucun problème. Alors, on peut changer volontairement ou on peut changer parce que les impôts vont nous demander de changer. Je le disais tout à l'heure, si vous êtes en location
meublé en SCI, en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, vous allez vous prendre un petit redressement fiscal et les impôts vont vous demander de vous placer sous le régime de l'impôt sur les sociétés ou alors de changer carrément de structure. Donc si vous êtes en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu parce que vous consentez une location nue, c'est-à-dire un bail de la loi de 89 de 3 ans et puis après qui se reconduit, bien entendu. Donc vous n'avez pas placé les meubles, c'est le locataire. Le locataire est venu avec ses propres meubles. Auquel cas vous êtes en impôt sur le revenu. À l'impôt sur le revenu, la fiscalité, la société, elle est transparente fiscalement. C'est-à-dire que les loyers vont être encaissés par la société, mais vont être imposés au nom de chaque associé dans cette société au titre des revenus fonciers. Et donc, vous allez faire une déclaration de revenus fonciers complémentaire à votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers, IRPP. Donc très bien, après vous choisissez vos régimes fiscaux, vous déduisez les charges qu'il y a lieu de déduire. Je vous renvoie au site du service public notamment, puisque c'est très bien fait, vous avez des simulateurs à l'intérieur et donc vous pouvez vraiment tout retrouver. Donc impôt sur le revenu, revenu foncier, fiscalité transparente. Dès lors que vous décidez de passer à l'impôt sur les sociétés, parce que vous avez une volonté de passer à l'impôt sur les sociétés, donc attention aux effets irréversibles, nous ne sommes plus sur le même schéma. Nous sommes sur une fiscalité entreprise, produit, moins charge, taux d'imposition sur les sociétés, et auquel cas, on est vraiment sur d'autres bases de calcul. Alors, pour une location meublée, l'impôt sur les sociétés est de droit, mais peut-être que la SCI ne sera peut-être pas adaptée, les statuts ne seraient peut-être pas adaptés pour de la location meublée, on aura peut-être d'autres formes de sociétés à vous proposer. On peut avoir une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés qui achète par exemple un immeuble d'entreprise. On veut y loger une activité d'entreprise, donc on va peut-être faire une société à l'IS parce qu'on va vouloir avoir certains amortissements, notamment. On peut faire une société civile immobilière à l'IS parce que on a fait des calculs entre ce que nous coûtait l'IR, ce que nous coûtait l'impôt sur les sociétés. Et il faut savoir une chose, c'est que en phase de détention de l'immeuble, l'impôt sur les sociétés sera, dans la majorité des cas, bien plus avantageux que la fiscalité impôt sur le revenu. Je parle de la phase de détention de l'immeuble. Par contre, en phase de revente de l'immeuble, c'est là où les choses peuvent un petit peu se compliquer, puisque dans une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, au moment où la société va revendre l'immeuble, on va pouvoir vous faire bénéficier d'abattements de détention et donc ils vont venir minorer l'impôt sur la plus-value, puisqu'on sera fiscalisé sur la plus-value des particuliers. Voilà. Alors que de notre côté, en fiscalité impôt sur les sociétés, impôt sur les entreprises, on sera fiscalisé comme une plus-value professionnelle. Et donc, tous les amortissements que vous allez bénéficier pendant la phase de détention de l'immeuble, ce que vous aviez gagné d'un côté, vous allez le reperdre de l'autre, puisque à la sortie, vous allez passer par la caisse et vous allez payer votre impôt sur la plus-value des professionnels. Donc, c'est des arbitrages à faire en fonction des orientations à donner à l'immeuble. Est-ce que cet immeuble, on le garde, on le transmet aux enfants? Est-ce qu'on loue nu? Est-ce qu'on loue meublé? Est-ce que j'y loge une entreprise? Est-ce que je compte revendre ou pas? Et tout ça, on peut pas savoir aujourd'hui pour dans 20 ans, mais on va pouvoir déjà un petit peu orienter la chose. Disons que c'est exactement ça. C'est vrai que le futur, on a toujours si on avait tous une boule de cristal et qu'on pouvait choisir à l'avance et piper les dés, on le ferait bien sûr. Mon analyse sur ça, c'est ce que je dis souvent aux clients. L'impôt, soit vous décidez de le payer aujourd'hui, soit vous le paierez plus tard. Effectivement, il y a cette direction de stratégie patrimoniale. On a plutôt tendance à conseiller à un client qui ne souhaite pas revendre. Voilà, l'impôt sur la société paraît plus adapté puisque finalement vous allez bénéficier à l'instant T tout de suite. Alors tout dépend. Si la personne a acheté cash, il y a pas de dette en face. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pour vulgariser, voilà, vous empruntez 100 000 euros, mettons 500 euros par mois, sur 20 ans. Vous avez un loyer de 500 euros par mois qui rentre, voilà, 500 moins 500, 0. Ce qui fait qu'à l'impôt sur société, à la fin de l'année, vous ne devez rien à personne. Vous payez votre taxe foncière, vous payez votre CFE, vous payez quand même toujours un petit truc à payer, mais sur l'imposition des loyers, vous serez transparent. Alors attention, on passe pas en charge le capital du prêt. Non, mais il vient s'amortir par voilà, c'est l'amortissement de l'immeuble qui va effectivement être pris en compte dans le cadre du calcul de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Mais ce qui fait qu'à la fin, que logiquement, on échappe quand même enfin, si les loyers à peu près coïncident. On peut avoir une fiscalité plus avantageuse, voilà, je suis d'accord. À peu près transparente. Mais la contrepartie, effectivement, c'est que cet amortissement, finalement, il vient
à l'inverse, on ne profitera pas d'abattement sur une éventuelle revente. Ce qui fait qu'au bout de 15 ans ou 20 ans, votre appartement est payé. Et c'est ça que je trouve que les gens, des fois, se font l'amalgame entre... Parce qu'on utilise le mot plus-value. Et dans la tête de quelqu'un, la plus-value, c'est le prix d'achat. C'est-à-dire que je l'ai acheté 100 000, je le revends 150 000, on va me taxer sur 50 000. Non. Vous revendez 150 000 un bien amorti, vous allez être taxé sur 150 000. Exactement. Et c'est ça que les gens, je trouve, ont du mal à comprendre avec l'IS, en se disant on va gagner à 100%, on va gagner. Ah, j'ai fait le bon choix, j'ai l'impression d'être super gagnant à l'IS pendant toutes ces années. Oui, monsieur, vous allez être gagnant. Par contre, attention, si votre plan était de revendre cet appartement à la fin de, par exemple, parce que voilà, vous l'avez acheté à 40 ans et vous avez misé sur voilà, votre jeune retraité, vous revendrez votre patrimoine pour aller faire la fête sur les îles. Très bien, vous avez raison. Gardez à l'esprit que là, l'État va vous ponctionner un gros tiers. Et ça, de temps en temps, je trouve, je l'entends et je le constate que les gens n'ont pas tout à fait compris ça. Par contre, effectivement, si vous êtes à l'IR, vous avez payé votre impôt au fil du temps et comme vous le disiez, on est assujetti à la plus-value des particuliers, à la plus-value classique. Donc, il y a un abattement qui va se faire avec le temps, voire une exonération totale si on a passé 30 ans. Pour l'instant, bon, je pense que là, ça va, on verra. Enfin, ils se sont gratté la tête au niveau du gouvernement il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas encore touché. Voilà. Bon, je pense que 30 ans, c'est quand même déjà une belle durée. Et c'est vrai qu'on entend tout. Il faudrait l'allonger, il faudrait au contraire la réduire pour soulager du patrimoine qui dort, parce que les gens se disent non, attends, j'ai pas envie de lâcher des pourcentages importants de plus-value. Donc voilà, on peut tout entendre. En fait, l'impôt sur la plus-value, ce qu'on sait pas, donc le taux est de 36,2%. Il est composé d'une part d'impôt sur le revenu et d'une autre part de prélèvements sociaux. C'est-à-dire que votre impôt sur la plus-value, il finance plusieurs choses. Il finance l'impôt sur le revenu qui va financer certaines choses et de l'autre côté, on va financer des prélèvements sociaux, donc c'est la CSG, la CRDS. Donc voilà, les 36,2, c'est 19% d'impôt sur le revenu, on est exonéré au bout de la 23e année, et les prélèvements sociaux, c'est au bout de 30 ans. Voilà, donc ça fait quand même une durée quand même assez importante. Pour vous donner une idée, voilà, au bout de 20 ans, vous n'aurez que 50% d'abattement. Ça fait 20 ans que vous avez acheté votre T2, ça fait 20 ans que vous le louez. Vous avez quand même encore 10 ans à attendre pour obtenir 100% d'exonération. Et il n'y a pas si longtemps, on était à 15 ans d'exonération. Tout à fait. Donc c'était quand même, voilà, il y a quand même eu déjà un changement un petit peu important. Alors vous l'avez compris, ces histoires d'IR et d'IS, comme vous le disiez, maître, sont pas des décisions à prendre à la va-vite, mais il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. Ça va effectivement dépendre de votre situation et d'une vision à moyen long terme. Il n'y a pas d'erreur à être à l'IS, il n'y a pas d'erreur à être à l'IR. Tout va dépendre d'un petit peu de la situation. J'ai envie de dire que tout va dépendre aussi de votre capacité à gérer votre patrimoine. Vous avez 3-4 appartements, vous êtes battu pour les avoir, mais arrivé à 60 ans, voilà, vous êtes bientôt à la retraite, ça demande quand même de l'énergie de gérer, il y aura des travaux de rénovation, il faut gérer des locataires, il y a de la paperasse. Moi, je vois beaucoup de clients qui finalement, arrivés à 30 ans, 40 ans, voilà, on est fort, on a que ça comme envie d'acheter, de louer. Enfin, en plus, ça a été vachement plébiscité sur Internet, sur les passerelles. Enfin, c'est redevenu vachement à la mode bon, ça a toujours été, mais en tout cas, ça s'est vachement démocratisé. Mais attention, l'âge aidant, vous arrivez où nous, on voit beaucoup de gens se dire, voilà, ça m'a fatigué tout ça quand même. C'est fatigant. Les histoires de DPE, les histoires de rénovation énergétique, les locataires, les mauvais payeurs qu'on peut pas mettre dehors. Enfin, les gens sont quand même assez épuisés par tout ça. Et arrivé à un âge où on a moins envie d'affronter toutes ces difficultés. Et c'est là où on se dit, mince, j'avais opté pour l'IS, et puis finalement, non, tout mon patrimoine, je peux plus me le voir. C'est des embrouilles, des recommandés, des machins. Alors, on caricature un petit peu, mais c'est une partie de la vérité. Et finalement, là, vous dites, mince, en fait, ouais, je vais revendre et vous allez perdre, entre guillemets, 36%. Alors, faut être bon joueur. Pendant pas mal d'années, vous aurez pas ou peu payé. Et ça, faut pas l'oublier. Nous, on est là aussi pour rappeler aux clients, mais rappelez-moi sur 20 ans, combien vous avez payé tout ça. Et c'est vrai que on retient le négatif et rarement le positif. L'homme réfléchit un peu comme ça, mais je pense qu'il faut aussi être juste aussi dans son analyse et pas l'oublier. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, il faut s'entourer effectivement des bons conseils. Il vous faudra un comptable indéniablement, faire un prévisionnel et puis évoquer ces sujets avec votre notaire sur les aspects fiscaux, c'est primordial. Et il ne faut pas se lancer dans une rédaction de statut comme ça hasardeuse en cochant une case fiscale qui peut avoir des conséquences indéniables par la suite. Est-ce que alors on avance un peu dans la durée de cette SCI? Donc là on a parlé, on l'a créé, on a acheté, on a géré, on a
joué entre guillemets avec cette fiscalité, on a fait nos choix. Arrive le moment où on se dit tiens allez, je vais revendre parce que mon associé est fatigué, moi aussi. Enfin, on a fait ce qu'on avait à faire. Finalement, nos enfants sont partis sur d'autres choses et c'était n'a plus trop de raison d'être. Par contre, mon associé, tiens, lui, il n'entend pas de cette oreille. Il n'a pas envie de revendre. On a 2 appartements et finalement, il veut pas les revendre. Est-ce que je peux le contraindre? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que ces conflits, je pense que ça c'est une question intéressante. Est-ce que ces conflits est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou finalement non, ça reste marginal? Pas tellement dans les sociétés parce que tout est écrit. Cette question-là, Romain, on la retrouve notamment dans les indivisions classiques du Code civil. Un veut vendre, pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué, on saisit la justice, etc. Là, on se retrouve dans une société civile immobilière où on va avoir effectivement un objet social, un ou plusieurs gérants. Et dans la clause des pouvoirs du gérant, est-ce que on a une limitation de ses pouvoirs ou pas? Donc si le gérant il a les pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de l'objet social, il pourra signer. La vente doit intervenir dans un cadre exceptionnel dans une société civile immobilière. Donc il ne faut pas que ça soit contraire à l'intérêt de la société, etc. Une fois qu'on a fait cette vérification, si le gérant a les pleins pouvoirs, il signe. Il n'a pas besoin d'avoir l'accord de l'autre associé. Maintenant, si on a un règlement intérieur qui l'oblige à obtenir une délibération prise en assemblée générale et qu'il y a un blocage parce qu'on n'a pas atteint le quorum, on va être face à une difficulté. Et donc après, ça peut se solutionner effectivement avec le notaire. Nous sommes des juges de l'amiable, on est aussi là pour, on va dire, décoincer certaines opérations, ou alors ça se solutionne en justice. Top. Est-ce que, dernière question pour avant de faire un bref point sur le marché, est-ce que la SCI a encore de beaux jours devant elle? Est-ce que c'est un outil qui est actuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore adapté? Ou est-ce que vous sentez, en tant que professionnel et notaire, que c'est un outil qui est finalement, qui commence à être un peu has-been ou Non, pas du tout. C'est un outil qu'il faut utiliser, vraiment être bien accompagné et bien conseillé. Tous les jours, on peut en avoir besoin. Je prends le cas, ce matin, j'ai rencontré une famille dans le cadre d'une succession. Ils s'entendent pas effectivement avec les petits-enfants. Peut-être que la société pourrait être adaptée à leurs besoins puisque la maman veut transmettre aux 2 premiers, mais pas forcément aux petits-enfants du dernier, et auquel cas, on va pouvoir protéger une partie du patrimoine. Voilà, donc la société, au cas par cas, aux petits oignons, on vous la monte, on rédige les statuts ensemble, et ensuite de quoi, on vous fait opter pour le bon régime fiscal. Sans aucun doute, voilà, un partenaire de qualité. On le rappelle, les notaires de Savoie, et vous les représentez aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on rappellera jamais, on le dit à chaque fois qu'on a l'occasion. Voilà, c'est la plupart du temps gratuit d'aller consulter un notaire. Vous accueillez les clients, vous les conseillez. Et il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie pédagogie, une vraie éducation sur tous ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on rappelle pas assez. Les clients ne le savent pas assez, mais effectivement, les notaires font des statuts de société. Les notaires font du droit des affaires. Donc, n'hésitez pas à venir nous consulter. On n'est pas là pour marcher sur les plates-bandes des comptables ou des avocats. Au contraire, on va travailler en interprofessionnalité. Et c'est là toute notre force. Je pense que sur le secteur des Deux-Savoie, on est bien loti là-dessus, et n'hésitez pas à venir nous consulter. Le petit mot de la fin, alors c'est une question qu'on a sur le bout des lèvres quand on a un notaire là sur ce début d'année en face de soi. Comment vous sentez ce marché par rapport à la fin d'année qui était pas mauvaise à 100%, mais on sentait que l'année 2024, on avait envie de passer à la prochaine. Est-ce que 2025 semble être plus propice? Est-ce qu'on s'en prend le même chemin? Quel est votre sentiment là début février, passé un mois de cette nouvelle année? Alors, on sent une reprise effectivement du marché une reprise amorcée depuis septembre à peu près 2024. Le marché était frémissant à cette époque-là, ça s'est un petit peu renforcé sur la fin d'année, et depuis le début d'année, effectivement, on sent un démarrage. Pourquoi? Parce que les banques accompagnent bien les clients, les taux d'intérêt ont baissé, et effectivement, les gens ont retrouvé un peu de pouvoir par rapport à un investissement immobilier, et donc tous ces ingrédients mis bout à bout fait qu'on arrive avec beaucoup plus de compromis que l'année dernière à la même période. Là, je vois, j'ai mes équipes qui sont en charge sur les dossiers, donc sur les immeubles anciens. Malheureusement, le neuf pâtit. Je pense à tous les promoteurs, notamment de la région, qui pâtissent, puisqu'ils vivaient jusqu'à présent sur les stocks. Et aujourd'hui, malgré effectivement une
on va dire, un rebondissement du marché, ils se retrouvent avec des terrains coincés parce qu'il y a des recours sur les permis, ils se retrouvent avec des problématiques de coûts de matériaux, ils se retrouvent avec des entreprises qui ont peut-être fait faillite aussi. Donc voilà, le neuf, attention. Mais par contre, sur l'ancien, oui, c'est reparti. Je pense que l'année 2025, au moins jusqu'au premier semestre, sera bonne. En visibilité, on est là, premier semestre 2025. J'ai une petite crainte par rapport aux taux bancaires, puisque j'ai l'impression que la France emprunte à des taux souverains très, très élevés. Donc il y a une corrélation entre les taux souverains et puis les taux que les banques appliquent à leurs clients, et le fait que Trump soit monté au pouvoir aux États-Unis, je pense qu'il risque de remonter aussi ses taux de son côté, donc ça pourrait avoir un impact chez nous. Donc premier semestre bon, on verra pour le second semestre, mais on a de la chance vraiment dans nos régions, c'est que il y a de beaux produits, les clients s'ils sont bien accompagnés, on peut optimiser un petit peu tout ça, et donc il y a vraiment des opérations à faire, oui. Voilà, un message plutôt positif et plein de dynamisme. Donc on prend tout ce qu'il y a de bon en ce moment. En tout cas, merci pour votre présence. On sait que l'agenda d'un notaire est bien chargé, surtout en milieu de semaine comme ça. Donc merci d'avoir pris le temps de venir partager ce moment avec nos auditeurs, et on l'apprécie comme à chaque fois. Quant à moi, écoutez, je vous retrouverai dans une quinzaine de jours. Et puis ne quittez pas bien sûr l'antenne, puisque dans un petit quart d'heure maintenant, 9-2 Imparté, votre émission sportive que vous adorez bien sûr. Et une belle fin de journée donc sur les ondes de Radio Grand Lac à tous, et à très bientôt. Merci. Radio Grand Lac, votre radio.